Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et c'était quand le président Macron, vous vous rappelez? Nous sommes en guerre, c'était le Covid. Eh bien aujourd'hui, le Covid, il est encore là, bien sûr, puisque les vaccins arrivent. Mais il y a d'autres choses que le Covid, hein, et sous toutes les latitudes. On va en parler. Évidemment, on va parler, je reviens, comme vous le savez, on avait fait 3 émissions avec Jean-Marie Bordry sur ce qui se passait en Israël et les répercussions. Eh bien, on va en parler aujourd'hui. Là, je suis rentré, et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui risque de se passer demain, qui n'est pas mince. Et puis on va parler avec Marc Toiti de l'euro par rapport au dollar. Eh ben, ça ne s'arrange pas, hein. C'est pire que la température, effectivement, du point de vue tempête. Et nous allons recevoir Henri Guénaud. Henri Guénaud, comme vous le savez, le conseiller de Sarkozy qui l'a mené à la victoire, notamment en 2007, et qui a écrit un livre très passionnant, très passionnant. Et les murailles tombèrent à la 7e fois, les murailles tombèrent, évoquant Jéricho. Pourquoi est-ce que les murailles sont vraiment tombées? Est-ce qu'on n'en est pas loin? On en parle tout de suite. Sud. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, je ne suis pas le seul, vous le savez. Vous aussi, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, vous aussi, vous êtes dans tous vos états. Et Dieu sait s'il a des raisons de l'être. Et là, on va parler peut-être du Moyen-Orient. Et on va rappeler, c'était il y a 50 ans. Et qu'est-ce qu'on riait de cela? Écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas de votre famille. Si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Voilà, c'était il y a 50 ans. Et on riait à l'époque, et on avait tellement raison de rire. Aujourd'hui, juifs, palestiniens, arabes, musulmans, chrétiens et autres, c'est on peut le dire, une salade sanglante. Je reviens de 4 jours en Israël. On était un peu au sud de Gaza, dans les villages qui ont été envahis par des guerriers si on peut dire, du Hamas, un certain 7 octobre. Mais tout a été dit, peut-être là-dessus, peut-être pas encore tout, et tout, heureusement, n'a pas été montré parce qu'on a vu des images assez terribles. Et je voudrais dire qu'au-delà de ce qui se passe, effectivement, je voudrais juste dire quelque chose. Évidemment, les bombardements de Gaza, c'est terrible. Un bébé mort est un bébé mort, qu'il soit juif, arabe, musulman, palestinien, chinois, zoroastre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas à faire de hiérarchie. En revanche, il y a effectivement à parler des causes, à parler de ce qui se passe, à parler, par exemple, de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Vous allez en Israël, vous arrivez dès l'aéroport, dans tous les hôtels, dans tous les restaurants, il y a une chambre shelter. C'est écrit shelter, shelter, shelter partout. Shelter, c'est quoi? C'est abri. Abri, il y a des abris partout. Et ils vous disent, dès qu'il y a un sifflement, qu'il y a des missiles, etc., vous réfugiez dans les abris, vous êtes là, et voilà, ça vous protège ou pas. En tout cas, il n'y a pas un endroit, vraiment, là où on est allé, je pense, dans tout Israël, vous n'avez pas des abris partout. Écoutez ce que dit, il y a quelques jours, en Égypte, au Caire, un journaliste égyptien qui s'adressait aux dirigeants du Hamas. Écoutez ce qu'il disait. من 2007 حماس مسيطرة على غزة وتحكمها. في ال16 سنة دول حماس عملت غزتين. غزة اللي فوق اللي نعرفها وغزة تحت. Alors je traduis, voilà ce qu'il dit en 2 mots. Depuis 2007, le Hamas contrôle Gaza.
En 16 ans, eh bien, il y a eu 2 villes. Ils ont construit une qui était déjà construite, c'était le Gaza d'en haut, et une qu'ils ont entièrement construite, c'est le Gaza souterrain. Une ville entière avec des tunnels, etc., partout. Une ville, mais vraiment, ça s'étend sur toute la ville de Gaza. Et le journaliste égyptien Ibrahim Issa pose la question. Il dit, vous avez construit des milliers de kilomètres de tunnels, vous avez pris un argent fou, des milliards pour construire, effectivement, et on comprend peut-être pour vous protéger, effectivement, pour vous protéger vous. Mais vous n'avez pas construit un abri, un seul abri. Dans tout Gaza, dit ce journaliste égyptien, vous n'avez pas construit un seul abri. Et votre peuple alors ? Vous le protégez? Vous en avez rien à faire? Ou vous en avez quelque chose à faire? Il dit, pas un seul abri. Alors évidemment, on voit des horreurs, le camp de Jabalia et compagnie. Mais pas un seul abri fait par les gens qui dirigent Gaza pour protéger leur peuple. Eh ben non, pas un seul abri. Ce qui comptait, c'était effectivement les sous-sols et puis se réfugier sous les hôpitaux ou sous les écoles pour être moins effectivement atteints. Parce que voilà... C'est quand même, vous savez, terrible, parce que c'est pas une question de prendre parti. Cette histoire est tellement absurde, cette guerre de 100 ans, faut bien dire 100 ans, ça a commencé bien avant l'indépendance d'Israël en 1948. Justement, contrairement à ce qu'on dit, on ne va pas répéter toute l'histoire, il nous faudrait 5 heures d'émission. Simplement, et on va parler de ce qui se passe en France, en Europe et ailleurs, il y a quelque chose où, au fond, si on est loin, on a vraiment à avoir la rigueur de sa distance, la rigueur et peut-être le sang-froid. Si on laisse effectivement l'hystérie et l'émotion, là-bas on comprend. Vous savez, j'ai vu les images, un certain nombre d'images de ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'il y ait des atrocités dans toutes les guerres, c'est clair. Mais que des gens jouissent, rigolent, en coupant des têtes, en coupant des seins, en violant ou en massacrant, et après aller déjeuner, comme ça s'est passé pour ce 7 octobre dans les villages au sud de Gaza, il y a quand même un problème, et il y a un problème qui est posé. Et qu'après, évidemment, les bombardements de Gaza sont terribles aussi, et atroces aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que, au fond, quel est le choix ? Et je vais vous dire le choix, le vrai choix, parce que personne n'en parle. C'est qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui, très sincèrement, ils ont tort, ils ont raison, je vous laisse voir, veulent effectivement qu'Israël disparaisse. Ils veulent rayer Israël de la carte. Et vous me dites, mais non, mais c'est pas comme ça, mais on dit ça, etc. Mais attendez, sur la chaîne LBC, la chaîne libanaise LBC, il y a une semaine, Razi Hamad est un très grand responsable du bureau politique du Hamas. Il a été interviewé dans cette chaîne libanaise LBC. Eh bien, c'est très simple. Voici ce qu'il disait. Évidemment, c'est en arabe, mais on va aussi vous le traduire. Écoutez. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها. لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة. Alors voilà, ceux qui connaissent l'arabe ont tout à fait compris. Les autres, eh bien, ils peuvent se référer à la chaîne LBC. C'est sur le site aussi Memri, je crois. En tout cas, il a fait une interview très claire et très précise. Et ce qu'il dit, c'est ceci. Il dit... Israël est une plaie pour le monde arabe et le monde islamique. Israël n'a rien à faire ici. Et Israël doit disparaître. Alors, la fille lui dit, mais attendez, quand vous parlez qu'il faut arranger les choses, c'est pour la bande de Gaza. Il dit, non, pas du tout. Ce n'est pas pour la bande de Gaza, c'est pour Israël. Il faut que notre terre va du Jourdain à la mer. Et il est hors de question d'être autrement. Et il ajoute, il a dit, vous savez, les opérations style 7 octobre, mais on la fera 10 fois, 100 fois, 1000 fois sur le faux, et on le fera. Nous, et ajoute-t-il, c'est quand même, voilà, c'est un point de vue, c'est une mentalité qu'il faut comprendre. Il dit, nous sommes prêts à payer le prix, nous sommes fiers de sacrifier des martyrs, parce que, dit-il, dit Razi Hamad, nous sommes une nation de martyrs. Donc, nous sommes victimes de l'occupation. Eh bien, tout ce que nous faisons, dit-il, tout ce que nous faisons et avons fait est justifié. Justified, dit-il en anglais. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est qu'il y a de par le monde et un certain nombre de gens, et attention, je ne dis absolument pas la majorité des musulmans, ou etc.,
Pas du tout, puisqu'il y a eu énormément d'accords. Je dis simplement qu'il y a une partie d'islamistes radicaux qui disent, et ils le disent depuis très longtemps, parce que ça fait rigoler, les gens découvrent ça. Mais lisez les textes de 1728, lisez les textes de 1950, etc. Il dit simplement, la terre ici est arabe et islamiste, et il est hors de question qu'il y ait un territoire qui ne soit pas arabe et islam. Il en est hors de question. Pour eux, c'est absolument nécessaire. Voilà, donc il faut savoir. Où on dit, mais oui, après tout, qu'est-ce Israéliens, ces Juifs, qu'est-ce qu'ils sont venus nous embêter là-bas, regardez ce qui se passe, on n'y arrive pas, oui. Alors les gens disent, oui, c'est terrible d'un côté, c'est terrible de l'autre, et on le renvoie dos à dos. Le problème est très simple, c'est que là, il y a des gens qui veulent en finir. Et d'autres, d'ailleurs des extrémistes du Grand Israël, aussi c'est la même chose. C'est pas les mêmes procédés, pardon. Mais ils veulent le Grand Israël. Ce n'est pas non plus la solution. Alors, vraiment, il faut un tout petit peu se calmer. Et je dois dire qu'en France, là-dessus, et en Europe, il faut quand même un tout petit peu réfléchir. Et je parle là aux Européens, et un Yéménite a dit ceci. Il a dit, je répète ce qu'il a dit, Saïd Ali, il a dit, mais où étiez-vous quand l'État islamique a été lancé et a décapité des dizaines de milliers d'Arabes en Irak, en Libye et en Syrie au nom de l'islam? Où étiez-vous? Vous avez descendu dans la rue? Pas du tout. Où étiez-vous quand les dictateurs et terroristes arabes ont tué des centaines de milliers d'Arabes en Syrie et en Libye? Pas un mot. Non, pas de manifestation. Non. Quand les Israéliens sont là, on y va. L'Arabie Saoudite, vous avez vu que le Yémen a lancé un missile sur Israël. L'Arabie Saoudite, en 10 ans, a tué 400 000 hommes, femmes et enfants yéménites. 400 000. Vous avez vu des manifestations? Vous avez vu des drapeaux yéménites exhibés? Vous avez vu Free Yémen? Vous avez vu tout ça? Non. C'est toujours l'indignation à géométrie variable, à sens unique. Voilà. Donc, en fait, si on veut résumer, quand des Arabes massacrent d'autres Arabes par milliers, et je l'ai presque par centaines de milliers par million, pas un mot. En revanche, quand c'est Israël qui bombarde, alors là, non. Alors il faut quand même savoir, je vais dire, là, effectivement, ça descend, c'est pas possible et tout. Et quand aujourd'hui, vous entendez quelque chose, aujourd'hui, quand le Pakistan expulse 1,7 million de réfugiés afghans, vient de raser des abris pour migrants au bulldozer, là, hier et avant-hier, des centaines de milliers d'Afghans fuient la frontière. Ils vivaient au Pakistan depuis des décennies. Vous entendez parler? Est-ce qu'il va y avoir une manifestation contre le Pakistan et pour défendre l'Afghanistan ou les réfugiés afghans qui vont être sans rien maintenant? Ah non. Ça, c'est pas notre problème. C'est entre eux. C'est pas notre problème. En revanche, à Israël, oulala, quelle bande de salauds, hein, vraiment. C'est pelé, c'est galeux, d'où vient tout le mal. Je dis simplement ceci. Et je l'ai répété, et je l'ai dit à plusieurs reprises, et vous ne pourrez pas me dire, ça fait des décennies que je dis ça. Malheureusement, les paroles ne sont rien à côté, hélas, aujourd'hui, du cliquetis des armes, aujourd'hui, hier, et malheureusement encore demain. Bien sûr qu'il faudra arriver là, à 2 États, la solution de 2 États, on me dit que c'est fini, ça n'existe plus, c'est trop tard et tout. Ce n'est pas fini. À un moment donné, quelles que soient les justifications historiques et autres, il y a 2 États et il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient sans l'instauration et la création et la recréation, si vous voulez, d'un État palestinien, la création plutôt, qu'il soit Cisjordanie à discuter, etc. Et il n'y aura pas d'État palestinien. Il n'y aura jamais un État palestinien sans un État d'Israël aux frontières sûres et reconnues par les peuples arabes. Tout le monde le sait, on le sait, dans le Golfe, et j'ai rencontré énormément de gens, je suis allé au Koweït, même au Qatar, etc., et ils le savent. Même chez les Arabes israéliens, ils le savent et ils le disent. Même chez les Palestiniens que j'ai rencontrés ici et ailleurs, ils le savent. Mais non, pour le moment, c'est l'heure des armes et de la guerre de l'information, ou plutôt, disons le mot, de la désinformation. Regardez ce qui s'est passé, on en parle, regardez, il y a eu, vous savez, vous avez vu ça, y compris sur Sud Radio, la petite bande dans le métro parisien, hein, on est à Paris, en 2023, en France. Voici ce qu'une des filles qui a filmé la scène raconte. Ils ont commencé déjà à faire énormément de boucans et ils ont commencé déjà à insulter donc la police. Oui, d'accord. Ils ont insulté la police, nique la BAC, nique la police.
mis en boucle en fait. D'accord. Ils ont aussi insulté la France, on les a niqué la France, etc. Mais vive la CAF. C'est ça, oui, exactement. Ils ont dit aussi vive le RSA. Voilà, vive la CAF, vive le RSA, nique les Juifs, nique la France, nique la police. Alors là, franchement, comme synthèse, il n'y a pas un éditorialiste politique qui a fait une synthèse aussi remarquable. Hein. Ils ont coché toutes les cases. Alors, c'est une bande peut-être de rigolos ou de jeunes, je ne sais pas comment on peut le prendre. Mais voilà le tableau ici, pendant que là-bas, on meurt et on se prépare à mourir encore. Voilà. Franchement, un tout petit peu de bon sens dans cet univers complètement déglingué ne ferait pas de mal. Restez. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je ne comprends pas, moi. Oui, vous savez, c'est l'hymne européen, bien sûr, l'hymne européen, en droite ligne de chez Beethoven. Et je ne comprends pas. Moi, j'ai écouté Bruno Le Maire et vous savez, moi, je crois toujours en ce que dit Bruno Le Maire. Oui, franchement, Bruno Le Maire, il ne nous a jamais trompés. Quand il racontait qu'il allait mettre à genoux l'économie russe, voilà, ça s'est réalisé. Franchement, le russe est dans un état, le pauvre Poutine mendie un peu partout, là, ça va pas du tout. Et puis là, il nous dit que la France, ça va très très bien, on est pas loin du plein emploi, l'euro, ça va très bien. Et voilà-t-il pas que Marc Toiti, il n'est pas d'accord, l'économiste Marc Toiti, il n'est pas d'accord. Il vient de nous faire encore une alerte. La France est l'un des pays de la zone euro où l'inflation est la plus forte. Marc Toiti, vous faites exprès de démoraliser, d'atteinte au moral de l'armée? C'est quoi ça? Bonjour cher André, bonjour à tous. Non, je vous rassure, hein, je suis de nature optimiste, mais encore une fois, il faut dire la vérité. Donc absolument. Le problème, c'est qu'on est dans le déni complet. C'est complètement fou. Donc, ça soit effectivement sur l'inflation. On a même eu les chiffres de croissance là en début de semaine où tous les indicateurs avancés montraient une baisse du PIB. Et aux surprises, on a une petite hausse, 0,1% de la richesse qu'on crée en France. Alors, c'est complètement fou parce qu'on nous dit notamment que la consommation des ménages a augmenté de 0,7%. Ouais. Donc, tous les indicateurs avancés de l'INSEE sur la consommation annonçaient une baisse. Alors, on regarde dans le détail, parce qu'évidemment, on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Et l'INSEE met une petite note de bas de page, entre guillemets, en disant là, on a changé de méthodologie pour mesurer la consommation. Ah, bravo. Incroyable. Et donc, on nous dit voilà, qu'à peu près un tiers de la baisse de la consommation des mois précédents a été effacée, comme ça, comme par miracle. Bon, encore une fois, je dis, ce qui est très dangereux, c'est que on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc, on le voit bien, malheureusement, l'économie française est en train de baisser très fortement. Et même les chiffres du chômage, hein, vous l'évoquez tout à l'heure, on a une augmentation du chômage qui est là. Et là aussi, c'est surprenant, parce que normalement, on a d'abord la baisse de l'activité et ensuite la baisse du chômage. Et là, c'est le chômage qui baisse, qui augmente avant la baisse de l'activité. Et puis donc, vous venez de dire l'inflation. C'est vrai que ça, c'est quand même une vraie surprise. Enfin, une vraie surprise. Pas pour nous, parce que ça fait longtemps qu'on le dit. Mais on n'a pas arrêté de nous bassiner en disant que la France avait le meilleur taux d'inflation. Maintenant, on a les chiffres d'Eurostat, donc les chiffres européens harmonisés qui viennent de sortir. Officiels. Et qui montrent que finalement, la France est le 6e pays de la zone euro où il y a le plus d'inflation. Le 6e. On est à 4, voilà, donc on est à 4,5%, c'est pas non plus dramatique, mais bon, on est très très loin effectivement de la baisse des prix tant annoncée, donc ce qui veut dire que l'inflation reste élevée. Et alors bon, pour ne pas arranger les choses, ou du moins pour cerise sur le gâteau, va-t-on dire, ce matin, on a eu les chiffres du déficit public. Ah oui, et alors? Déficit de l'État français, un record absolu sur les 9 premiers mois de l'année. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, c'est 40 milliards d'euros de plus. On est à peu près à quasiment 190 milliards. Et par rapport au précédent sommet qui était en 2021, donc à l'époque encore en pleine pandémie, il y a 11 milliards de plus. Et dites-moi ce chiffre. Incroyable. Depuis combien de temps c'est historique? On a déjà connu des chiffres pareils ou pas? Si vous voulez, on a les chiffres de déficit juste de l'État simplement. Hein, de l'État, sans compter les collectivités locales, les collectivités sociales, etc. Ah oui, l'État, l'État uniquement. L'État français. Voilà. L'État français, sur les 9 premiers mois de l'année, donc on est à 186 milliards d'euros. Donc l'année n'est pas terminée, comme vous le savez. Et donc par rapport au précédent sommet historique, qui était donc 2021, c'est-à-dire l'année du coronavirus, quoi, c'est la suite, si vous voulez, du coronavirus, il y a encore 11 milliards de plus. Alors attendez, Marc, toi, on voudrait savoir, parce qu'on devient complètement extrêmement inquiétant, si vous voulez. Alors, très franchement, elles viennent d'où, ce déficit? Qui creuse comment? Qui et comment, surtout, et par quoi se creuse ce déficit? Pour l'instant, malheureusement, je vais dire, ou heureusement, on n'a pas encore le détail des chiffres, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une anomalie.
comme vous le savez, donc il y a eu une forte inflation. Oui. Et donc l'inflation, quand elle augmente, ça fait augmenter les recettes de TVA notamment. Donc normalement, on devrait avoir une réduction du déficit, puisqu'on a plus de recettes de TVA. De TVA notamment, de l'inflation, et là ça baisse. Et on nous dit qu'il y a de la croissance, donc on peut se dire s'il y a de la croissance, il doit y avoir plus de rentrée également fiscale sur les entreprises, sur la consommation, et pourtant ce n'est pas le cas, le déficit public augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dépenses augmentent plus que les recettes. Donc, comme les recettes sont en train d'augmenter, grâce aux éléments que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les dépenses sont en train d'exploser. Mais on n'a pas encore le détail des chiffres. Donc, on comprend aussi pourquoi on a ce PIB qui augmente miraculeusement, parce qu'évidemment, il y a tellement d'aides ici ou là qu'on dilapide, on ne sait pas trop comment. Oui. Mais tout ça, il va falloir le payer. Encore une fois, tout ça. Oui. Le drame, c'est qu'on a l'impression que finalement tout va bien dans le meilleur des mondes, et que tout ça, il ne faudra pas le payer. Oui, c'est extraordinaire, Marc Toiti. Juste un mot, c'est que ce que vous dites, d'ailleurs, vous l'avez répété souvent à notre antenne, et combien de fois, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a l'impression quand même, tout se passe comme si, ah oui, il faudra rembourser, mais non, on ne remboursera jamais. On a l'impression vraiment qu'ils se disent, mais il n'y a pas de remboursement, de quoi vous parlez? Est-ce que c'est pas ça, quelque part c'est un mensonge, c'est clair qu'on va devoir rembourser. Alors, le pire, si vous voulez, c'est que pendant le coronavirus, à l'époque, comme il y avait la planche à billets de la Banque Centrale Européenne, les taux d'intérêt que payait l'État, c'était à zéro. L'État même légèrement négatif parfois. Donc, ça coûtait rien la dette. Oui. Maintenant, les taux d'intérêt que paye l'État sur la dette publique sont à peu près à 3,5% sur le taux d'intérêt à 10 ans. Donc, ce qui veut dire que dans quelques trimestres, tenez-vous bien, la charge d'intérêt de la dette, ça veut dire le coût de la dette seulement, juste le fait de rembourser les intérêts, ça va nous coûter chaque année à peu près 70 milliards d'euros. Par an. 70 milliards d'euros par an. 70 milliards d'euros par an. Donc ça, on ne les trouve pas dans la rue, comprenez? Donc ce qui veut dire que le danger, c'est quoi? C'est que le jour où on va se réveiller, on va dire, attendez, on a besoin d'argent. Donc comment on va les trouver? On va encore augmenter les impôts, peut-être même prendre sur certains livrets, etc., d'épargne ou autres. On ne sait pas trop. Mais là, on est complètement bloqué. C'est-à-dire, on a fait cette fuite en avant, le fameux quoi qu'il en coûte. Donc maintenant, il commence à nous coûter extrêmement cher. Et donc, c'est ça, moi, c'est le rôle de l'économiste. Tous les économistes devraient dire comme moi, mais malheureusement, pendant des années, j'ai pas arrêté de les voir à Bercy et ailleurs. Ils disent non, mais tout va bien, on s'en fiche complètement de la dette publique. L'État n'aura pas de problème de financement. C'est la Banque Centrale Européenne qui va financer. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Voilà, le discours des économistes, on va dire, entre guillemets, bien pensants. Et on voit aujourd'hui où ils nous ont mis. Parce que malheureusement, moi j'ai alerté Bruno Le Maire à plusieurs reprises. Et il m'a pas écouté. Il a pu réécouter les autres. Il dit tout va bien dans le meilleur des mondes. Et maintenant, on est complètement bloqué. Alors, Marc Toiti, une question que je vous posais, mais comme ça, encore une fois, c'est une question presque plus mentale qu'économique, mais vous me répondrez, je suis sûr. Est-ce qu'ils ne pensent pas, tous ces braves gens, quand je dis ces braves gens, c'est une litote, bien sûr, que oui, mais ça se passera dans 20 ans. Je veux dire, quand est-ce que le réel qui frappe à la porte, quand est-ce qu'on sait, je ne dis pas la date précise et le jour précis, quand est-ce que le réel enfonce la porte par rapport à ses dettes, par rapport à quand il faudra rembourser? Parce que ce qu'ils se disent, c'est dans 30 ans, dans 50 ans, on verra bien, à ce moment-là, il sera passé des choses, ou pas, ou c'est quelque chose d'envisageable dans un avenir, je dirais, proche, ou en tout cas prévisible, Marc Toiti. Oui, ce qui est amusant, c'est exactement ce que disait François Mitterrand dans les années 80. Parce que c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore de la dette publique. Mais à l'époque, on avait une dette publique de 20% du PIB. C'était pas grand-chose. Donc on peut dire, à l'époque, on dit, on verra ça dans 40 ans, 50 ans. Sauf que là, on est à quasiment 115% de notre PIB. Vous vous rendez compte? Et on me dit, mais on ne pouvait pas faire autrement. Quand vous regardez les chiffres, quand on se compare aux autres pays européens, depuis 2012, la dette publique française a augmenté de 167%. La dette publique française. Alors que si vous regardez les mêmes chiffres, vous regardez par exemple, je dirais en Allemagne, ça a augmenté de 60%. Donc c'est du simple au double, si vous voulez. Donc c'est quelque chose de complètement fou. C'est-à-dire, on a aujourd'hui pris des risques énormes pour justement la paix sociale, entre guillemets. Et quand on voit ce qui se passe dans les rues de Paris aujourd'hui, ou de toute la France d'ailleurs, on se rend bien compte que la paix sociale, elle n'est pas là, et que on est assis sur un baril de poudre qui peut exploser à tous les coups. Et donc c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux, c'est que l'heure de payer la facture, elle est là. Parce que tant que les taux d'intérêt... Vous l'avez dit, elle est déjà là aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans. C'est pas dans 6 ans ou dans 20 ans. Alors je ne peux pas vous la... Elle est imminente. Normalement, elle devrait être là. Je vais vous dire, c'est très simple. Aujourd'hui, la dette publique est détenue à 52% par des étrangers. Voilà. 52%. C'est-à-dire que
Parce que, parce que souvent on me dit, oui, au Japon, ils ont plus de dette publique que nous et ils s'en sortent. Oui, pourquoi? Parce qu'au Japon, 98% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Donc ils n'ont pas besoin du reste du monde pour financer leur dette. Nous, on a besoin du reste du monde. Donc si jamais demain, il y a une crise de confiance sur la France, ces 52% qui financent notre dette, ils vont pas continuer de le faire. Et bien sûr. Et c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Hein. Et alors, on a beau faire les yeux doux ici ou là, hein, donc, mais là aussi, ça ne tiendra pas. Mais dites-moi, c'est très dangereux. Alors, Marc Toiti, juste pour compléter et terminer l'état des lieux que vous faites, qui est hélas très lucide, est-ce que la banque aujourd'hui, parlons clair, est-ce que la Banque Centrale Européenne nous protège? Je veux dire par là qu'elle peut amortir les coûts, faire un matelas, dire oui, mais attendez, oui, bon, encore une minute, monsieur le bourreau, non, encore des années, monsieur le bourreau, grâce à la Banque Centrale Européenne. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'entre guillemets, la zone euro nous protège, parce qu'on se dit, bon, dedans, il y a l'Allemagne, on se dit, donc si la France a un petit problème, l'Allemagne nous aidera, etc., parce qu'elle a moins de dette publique. Ouais. Là, ça marche plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait le cas avec la Grèce. Mais à l'époque, la dette grecque, c'était 350 milliards d'euros quand il y a eu la crise grecque. Ouais. Là, nous, on est à plus de 3 000 milliards d'euros. L'Italie, c'est 2 800 milliards d'euros. L'Italie, 2 800. Donc, vous voyez, juste deux pays, on a quasiment 6 000 milliards d'euros de dette. Et qui va financer tout ça? Donc, c'est vrai que pendant le coronavirus, et encore jusqu'à quelques temps, la Banque Centrale Européenne, elle a financé en faisant ce qu'on appelle la planche à billets. Sauf que c'est ça qui a permis d'installer l'inflation avant même la guerre en Ukraine, avant même la flambée des matières premières. Donc maintenant, la BCE, elle peut plus faire ça. Donc elle a arrêté. D'ailleurs, elle n'a pas le droit de le faire. Elle a outrepassé ses droits en faisant cette planche à billets parce qu'il y avait une situation, entre guillemets, catastrophique liée au coronavirus. Maintenant, c'est plus le cas. Donc elle doit arrêter de faire ça. Et d'ailleurs, elle le fait. Elle arrête. Donc, laisser croire que c'est la BCE qui va encore nous sauver ou que c'est l'Allemagne qui va financer, etc. Non, c'est fini. C'est sûr que la zone euro aujourd'hui, entre guillemets, elle nous protège, mais on dit souvent, oui, nous sommes la France, donc on risque rien, etc. Il y a un graphique que je montre sur ma chaîne YouTube, par exemple, notamment, mais c'est vrai c'est incroyable, c'est l'évolution des taux d'intérêt entre la France et le Portugal. Oui. Et donc, pendant des années, les taux d'intérêt de la dette publique portugaise étaient bien supérieurs aux nôtres, parce que on dit, nous, c'est la France, donc on est sérieux, on est crédible, etc. Et maintenant, il n'y a quasiment pas d'écart de taux d'intérêt entre la dette publique portugaise et la dette publique française. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le Portugal, mais quand on dit que la France aujourd'hui est plus crédible que les autres, c'est complètement faux. Et même l'écart de taux d'intérêt avec la Grèce est en train de baisser, c'est pour vous dire. Donc ce qui veut dire que malheureusement, on n'a plus cette confiance, et donc ça peut tenir à rien. C'est-à-dire que on devrait déjà aujourd'hui être en situation extrêmement dangereuse, si vous voulez, où les investisseurs étrangers limitent nos achats de dette. Mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc on se dit, comme il y a des pays qui font pire que nous, on continue. Sauf que là, je vais vous donner quelque chose que ne savent pas la plupart des Français, c'est que la France, aujourd'hui, en termes de dette publique, elle est combien par rapport au PIB? Elle est quelle position dans l'ensemble de l'Union européenne, sur les 27? Oui, elle est... La France est numéro 3. Numéro 3. D'accord. Gagnant. Numéro 1, c'est la Grèce. Numéro 2, c'est l'Italie. Numéro 3, c'est la France. En termes de dette publique par rapport au PIB, on est à 112%. On va bientôt atteindre les 115%. On est devant l'Espagne, le Portugal, etc. Devant la Belgique, qui a souvent été devant nous. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la France est devenue un mauvais élève de dette publique, notamment. Alors, c'est vrai que ça permet de cacher un petit peu, d'avoir des chiffres du PIB relativement sympathiques, entre guillemets. Mais on ne peut pas éviter l'inévitable. La baisse du PIB, on l'aura de toute façon. Mais avec une dette publique qui aura explosé. Donc c'est ça qui est très dangereux. Cette fuite en envoi va nous coûter très cher. Mais Marc Toiti, si je vous écoute, c'est qu'on est glorieusement, facilement et triomphalement en voie de sous-développement. J'irai pas jusque-là, parce qu'on a quand même des actifs, etc. Mais vous savez, j'ai donné un autre chiffre très intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on vous dit la dette publique. OK, c'est 3 000 milliards. Mais tenez-vous bien, ce qu'on ne dit pas, parce qu'il y a une convention comptable en France et en Europe, c'est qu'on n'intègre pas dans la dette publique ce qu'on appelle la dette hors bilan. Ça veut dire, par exemple, le paiement des retraites des fonctionnaires. Ah oui, ça, l'État le doit. Elle n'est pas inclue dans la dette publique, mais c'est important. C'est important. Si tenez-vous bien, là, on va tomber, il faut mettre assis, parce que si on ajoute ça, on est à plus de 6 000 milliards d'euros de dette. Avec la retraite des fonctionnaires, on est à plus de 6 000 milliards d'euros de dette. L'ensemble du hors bilan, vous vous rendez compte? Quelque chose de complètement fou. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, dormez tranquille, voilà.
On est dans le déni de réalité, si vous voulez. C'est comme quand, malheureusement, on ne veut pas dire les choses en France. Non, mais, c'est ça le drame. mais merci. C'est qu'on ne veut pas dire les choses. Marc Toiti, je vais vous dire, en fait, on va réaliser la prophétie autoréalisatrice de Klaus Schwab du Forum économique mondial. Vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de maison, mais vous serez heureux. Voilà, c'est le programme. Non, mais ça, c'est évidemment, c'est un cauchemar. Il vaut mieux éviter d'en arriver là. Mais je pense que, oui, moi, depuis des années, j'ai vu tous les dirigeants, les présidents, les premiers ministres, ministre de l'économie français depuis 25 ans. Et à chaque fois, ils m'ont dit non, mais vous inquiétez pas, on va y arriver, ça va le faire. On voit bien où on en est aujourd'hui. Marc Toiti, c'est pas dire qu'on ne le savait pas. Vous êtes notre Cassandre. Mais malheureusement, Cassandre, elle n'a pas été écoutée. Pas du tout pas Cassandre. Simplement, lanceur d'alerte. Parce que vous comme moi, nous, on aime notre pays, on aime la France. On veut que la France s'en sorte. Et quand on voit comment la France est en train de devenir, je parle même pas d'un point de vue sociétal, quand on voit certains partis qui deviennent complètement extrémistes, qui deviennent catastrophiques, on se dit, ça fait peur. Ça fait peur. Et donc, c'est pas ça la France. Il faut que la France retrouve son appareil, même au niveau européen. Comme on est l'un des pays les plus mauvais en termes de gestion de la dette publique, on n'a plus notre mot à dire. On peut plus dire, on va faire des efforts, etc. On va continuer à vous entendre et on va continuer à ça. Merci Marc Toiti. Merci Marc Toiti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du cabinet Agdefi. Restez bien. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Une très jolie petite perle glanée chez Pascal Pro le 25 octobre dernier dans son émission L'heure des pros sur CNews. Il y avait notre ami Vincent Hervouette et puis beaucoup d'autres personnes. Alors, vous savez, c'est très amusant dans les plateaux, on a eu ça aussi, au moment où quelqu'un dit quelque chose et puis ça jette un froid. Vous allez avoir peut-être quelques secondes de silence, mais vous allez voir pourquoi. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Bien sûr, vous les femmes, Julio. Oui, ça va, mais il y a des moments quand même, et hélas, ça peut être beaucoup moins romantique. C'est quand c'est des filles, quand c'est des mineurs, quand il s'agit de gens et bientôt on va faire une très grande émission sur Sound of Freedom. Vous savez, le fameux film qui sort le 15 novembre en France. Vous allez avoir une émission spéciale là-dessus et alors avec ces trafics ignobles, ces trafics d'enfants, ces trafics d'organes, ces trafics d'esclaves sexuels, enfin des choses totalement immondes et qui hélas sévissent au grand jour et je dirais en nombre aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe qu'ailleurs et dans les milieux les plus divers on peut le dire. Mais là eh bien c'était effectivement je vous l'ai dit le 25 octobre dernier à l'heure des pros sur CNews et ils recevaient un avocat et parlaient un peu de majorité sexuelle, l'écart d'âge dans une relation homme-femme. Alors quel doit-il être ou pas? Écoutez. C'est vrai qu'à 15 ans, il me semble, on n'est pas une jeune femme de 18-19 ans. Les années comptent, mais les mois comptent, je dirais même, et les expériences comptent, bien sûr, évidemment. Oui, les filles, les garçons aussi. Un garçon de 14-15 ans et une femme de 39-40 ans ne sont pas dans un rapport très égalitaire. Je vous laisse le méditer. Alors de quoi parlait Vincent Hervouette? Mais à qui faisait-il allusion quand il parle d'un enfant de 14 ans et d'une femme de 39-40 ans? Qui ça peut bien être? On sait vraiment gratter la tête là de qui veut parler. Et c'était très amusant de voir les autres participants à l'émission qui se grattaient la tête également. Pas un mot, petit silence. On vous a pas donné les silences en radio, mais petit silence de quelques secondes, mais pas négligeable sur le plateau. Mais alors, dites-moi, à votre avis, alors je vais vous poser une question, ne répondez pas tous à la fois, auditeurs, auditrices de Sud Radio. De qui s'agit-il quand il pensait à un adolescent de 14 ans et une femme de 40 ans? Oui, ça me dit quelque chose. Oui, je pense qu'on en a parlé. Et oui, mais alors, où ça se passe? C'est vrai que la limite d'âge ou âge sans limite? On en parle. Et vous nous appelez si vous avez la solution. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, mais plutôt des états d'ailleurs assez satisfaits, parce que je vais recevoir bientôt Henri Guénaud pour tout de suite. D'ailleurs, à la 7e fois, les murailles tombaient, on va en parler. Mais auparavant, je voudrais vraiment vous faire part de ces hivers difficiles, avec ces guerres, avec tout ce qui se passe, avec cette montée des tensions presque intolérables. Eh bien, qu'il y a quelqu'un qui a compris, qui a pris le large et qui est parti à Tahiti. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Qu'est-ce qu'on serait bien, les vainés, les fruits, l'océan, vraiment magnifique. Et qui a compris ça? Eh bien, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, n'écoutant que son courage et son professionnalisme, est partie visiter le site qui accueillera les épreuves de surf pour les Jeux Olympiques de 2024 en Polynésie. Évidemment, rien de plus urgent, eu égard à la situation, que d'aller visiter le site qui accueillera les épreuves de surf pour les Jeux Olympiques en Polynésie. Évidemment, c'est une urgence absolue. Simplement, elle est partie depuis le 22 octobre. Nous sommes le 1er novembre. On pensait qu'au bout de 48 heures, elle avait pu visiter le site et s'enquérir des limites et des choses à faire. Oui, mais voilà, elle est partie. Et elle n'est toujours pas rentrée. Mais Anne Hidalgo, on a besoin de vous à Paris. Vu les extraordinaires avancées que vous avez fait sur la capitale, on a besoin de vous. Non, on ne l'a pas aperçu depuis 2 semaines. Alors, au voyage officiel qui allait du 16 au 21 octobre, donc, elle est rendue à Tahiti le 16 octobre. Visiter le site. Et puis, le 22 octobre, elle devait rentrer. Mais hélas, elle a pris des vacances. Elle est restée dans le Pacifique pour prendre des vacances. Et oui, elle a droit à des vacances, vu l'extraordinaire travail qu'elle fait depuis des années, tous les jours, pour améliorer tout ce qu'il y a à Paris et qui est considéré vraiment comme le paradis terrestre. Évidemment, eh bien, bonnes vacances à Hidalgo, et vraiment profiter des Vaini. Peut-être aller jusqu'à la fin de l'année. Oh, et puis, ce sera Noël. Restez, ça fera du bien et je vous assure, on sera très contents. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h52 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h et ça vous fait réagir. Tiens, en 0826 300 300, nous avons Stéphane qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour André, bonjour, je sais plus si vous avez un invité ou lequel il est. Je voulais revenir sur cette indignation à 2 vitesses qu'on a effectivement selon que les exactions ou les meurtres de masse soient commis par des yéménites ou par des islamistes ou que ce soit Israël. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. On a peu de, finalement, il y a peu de gens qui réagissent quand il s'agit des yéménites. Maintenant, la question que je pose, c'est pourquoi en fait? Pourquoi cette indignation est à géométrie variable? Et est-ce que c'est pas le bon sens qu'elle soit à géométrie variable? C'est-à-dire que d'un côté, on a des islamistes, des extrémistes, et je crois qu'aucun Français voudrait ressembler à ces gens-là ou voudrait avoir un gouvernement qui ressemble à ces gens-là. Donc l'indignation, c'est pas qu'il n'y a pas d'indignation, c'est que ce sont des gens qui sont tout simplement pas comme nous. Enfin, je parle pas de la population, je parle des gouvernements, des gouvernants, et on veut pas leur ressembler. Maintenant, il me semble qu'à longueur de journée, on nous dit qu'Israël est une démocratie. C'est une démocratie comme nous vivons dans une démocratie. Et est-ce que c'est pas normal qu'on s'indigne quand on a des alliés ou des personnes qui sembleraient être nos alliés, qui a priori nous ressemblent et qui commettent des exactions et des meurtres de masse comme ça? Enfin, je veux dire, la réponse est-elle pas naturelle, est-elle pas toute simple? C'est-à-dire qu'on a des personnes, on a une population, on a un pays, Israël, qui commet des choses actuellement qui sont incroyables, même s'il y a des explications, mais c'est tout à fait normal qu'on s'indigne. Ou alors, Monsieur Berkoff, vous dites non, Israël est à classer dans le camp des Yéménites et pas dans notre camp. Voilà, il faut être clair. Oui. Autrement, c'est un appel à la schizophrénie. Enfin, je veux dire, il faut être clair dans les analyses. Non, mais je comprends. Mais je vais vous dire, je vais vous répondre à ça. Je vais vous répondre. D'abord, si vous dites ça, dites-moi le pays dit démocratique qui n'a pas commis des meurtres de masse et je vous répondrai. Et dites-moi, parlez-moi de l'Amérique. Attendez. Non, il faut arrêter. Il y a un vrai problème là-dessus. Franchement, il y a un problème là-dessus qui est simple. C'est que
Israël a droit à un traitement de faveur ou de défaveur. Moi, je ne défends pas là-dessus. Je veux dire, Dieu sait si je suis contre la colonisation de la Cisjordanie, etc. et contre un certain nombre de choses. Le problème, c'est vraiment, il y a un traitement tout à fait spécial, parce que quand vous dites les démocraties, bien sûr, mais je voudrais simplement, encore une fois, que vous me dites quelle démocratie n'a pas fait des meurtres de masse, que ce soit la France, que ce soit l'Amérique, que ce soit, etc. Le problème, là, ce n'est pas Israël ou pas Israël, c'est une idéologie. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on accepte, nous, qu'il y ait des pays qui ont, par exemple, qui doivent disparaître? Quand vous avez des gens, je veux dire, imaginez aujourd'hui que vous ayez des gens qui arrivent, ils disent la France telle qu'elle est, on n'a pas envie, il faut qu'elle disparaisse. Bon, alors après on peut faire toutes les justifications du monde. Si on est pour que Israël, au fond, on dit voilà, oui, mais ils sont arrivés, il y avait des gens, etc. Bon, et donc il faut que cette histoire qui a commencé en 48 s'arrête et que voilà une dispersion. Où on dit non, écoutez, il y a deux peuples qui sont là, un peuple qui a été effectivement totalement atomisé, mais il ne faut pas oublier, vous savez, au niveau du massacre, la Jordanie est un pays démocratique, la France est un pays démocratique, l'Amérique est un pays démocratique. Moi, je dis simplement ceci, c'est que à quelle aune on joue? Moi, je vois qu'en Israël, en tout cas, je vais vous dire deux choses. Il y a 25 députés arabes à la Knesset, au Parlement israélien. Et très souvent, ces députés, comme Israël, pour vous dire, est à la proportionnelle intégrale, eh bien, ces députés pèsent dans la balance. Il y a même des députés islamistes. Il y a aussi cette histoire d'information au Parlement israélien. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu des gens. Bon, et ce sont des députés plein droit. Ça veut dire que quand on dit apartheid et compagnie, moi je veux bien, et qu'il y ait des différences de traitement, je veux bien. Mais encore une fois, quand vous dites oui, nous traitons différemment effectivement des gens qui sont proches de nous en démocratie. Mais alors, dites-moi l'Amérique et l'Irak, l'Amérique et l'Afghanistan, l'Amérique, enfin je parle de l'Amérique parce qu'elle a été très leader, mais pas seulement. Et nous en Libye et ailleurs. Vous voyez, Stéphane, c'est ça le problème. C'est qu'on fait du deux poids et deux mesures. Vous croyez pas ? Non, alors pas du tout, parce que justement, c'est bien le problème. On fait du deux poids deux mesures et vous nous parlez des États-Unis qui vont attaquer l'Irak sans bonne raison. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les médias ? Combien de personnes se sont élevées? La population, la grande majorité de la population était absolument contre, comme la grande majorité de la population, évidemment. Sur la guerre en Irak, la grande majorité. Mais évidemment, par contre, dans les médias, c'était pas le cas. On est d'accord. Dans les médias, il y avait un absolu consensus pour une attaque. Sauf qu'on a eu des politiques courageux. Villepin, qu'on retrouve d'ailleurs actuellement sur des propos tout à fait d'hommes d'État qui ressemblent absolument pas à ceux qui sont prononcés par nos gouvernements Stéphane, actuels. Posez-vous simplement, posez-vous simplement la question, pardon, de vous dire, effectivement, à votre avis, pourquoi alors on travaille encore avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et compagnie? Nous, démocratie française, l'Arabie Saoudite qui a massacré 400 000 hommes et femmes yéménites. Le problème est que, si vous voulez, encore une fois, il y a des gens, vous savez, si vous étiez vous, Stéphane, à Bordeaux, et que vous avez des gens qui vous disent, vous, il faut vous éliminer, vous allez vous défendre. Il est là le problème. Vous voyez là de Bordeaux, mais vous voyez pas ce qui se passe sur le terrain, et c'est le terrain qui joue. Enfin, écoutez, on en reparlera de cela, mais je crois qu'il faut vraiment renseignez-vous sur la situation là-bas, parce que la situation là-bas, elle est très spécifique. Et si on ne la voit pas, malheureusement, on ne voit pas la vérité. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h07 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face du jour. André Berkov, vous recevez Henri Guénaud, homme politique et auteur de ce nouveau livre, À la 7e fois, les murailles tombèrent. C'est aux éditions du Rocher. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Alors Henri Guénaud vous reçoit toujours avec plaisir, vous le savez, parce que à chaque livre, vous apportez quelque chose. Et là, au fond, carrément, je ne sais pas si c'est l'actualité, enfin l'actualité qu'on aurait pu éviter, c'est Jéricho. Mais là, c'est effectivement la fameuse parabole et le poème de Victor Hugo, à la 7e fois, les murailles tombèrent. Et au fond, vous dites, on est parti, comme disait, vous savez, ça me rappelle un ministre algérien qui disait, nous étions au bord du gouffre, mais depuis on a fait un grand pas en avant.
est-ce que, ce grappin en avant, vous avez l'air de dire, et vous abordez, et on va prendre le temps d'aborder tous les domaines qui nous concernent d'ailleurs, on a l'impression que vraiment, comment on dit, le somnambule, l'aveugle, je ne sais pas, qui va dans le mur, qui sait, mais qui va dans le mur en chantant. Oui, alors ce n'est pas la première fois dans l'histoire, hein. C'est déjà arrivé, bien ça recommence. Voilà. Ça recommence avec le même aveuglement. Ça fait 40 ans que nous progressons comme ça vers ce... Vers quoi? Vers le bord de ces abîmes, au fond de désespérance et de violence surtout, où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà, c'est une espèce d'inconséquence, de cécité, alors, encore une fois, c'est toujours toutes les grandes crises sont produites de cette façon. Ouais. Moi, je me souviens, je le cite d'ailleurs, Edgar Morin, qui, dans une des interviews qu'il avait données au moment de son 100e anniversaire, avait répondu à la question est-ce que vous pensez que la situation actuelle a un rapport avec celle que vous avez vécue dans les années 30? Et il avait dit oui, d'un certain point de vue, oui, et nous avons vécu ces années-là. Il avait une vingtaine d'années, enfin, il était adolescent, puis oui, dans les années 30. Voilà, et il dit, mais nous l'avons vécu comme des somnambules. Nous ne nous rendions pas compte, au fond, de ce qui se passait. Après, la réalité l'a rattrapé, lui a sauté au visage, et il est parti dans la résistance. Mais c'est un peu ça. Et ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que la réalité de la situation à la fois psychologique, sociale, politique, économique, tout ça, économique du monde et de notre pays est en train de nous sauter à la figure, mais que pour autant, on a l'impression que le pire ne peut toujours pas nous arriver, et nous continuons imperturbablement à faire comme si rien de tout ça ne pouvait nous arriver. Mais alors justement, Henri Guénaud, rentrons dans le vif. En fait, vous savez, les somnambules, c'est le titre d'un très beau livre d'Arthur Koestler aussi. Mais vous en parlez, c'est ce somnambulisme. Vous avez été très proche de certaines personnes du pouvoir. Je rappellerai que vous avez très largement contribué à la victoire de Sarkozy en 2007 pour la présidence de la République. Mais au fond, il y a quelque chose qui se pose. Vous dites, effectivement, c'est pas la première fois dans l'histoire, c'est le moins que l'on puisse dire, la chute des empires et tout. Mais est-ce que ces princes qui nous gouvernent, qui sont pas quand même les plus imbéciles du monde, ne veulent pas voir, sont dans le déni, manque de courage, de volonté, de prévision? C'est quoi qui fait que, vous dites 40 ans, 40 ans, ça fait, on a vu se succéder des présidents depuis 40 ans, pour ne parler que de la France. C'est quoi? C'est vraiment une espèce de volonté de dire, après moi le déluge, et puis on verra bien? Alors d'abord, encore une fois, c'est un vieux penchant humain qu'on retrouve, sinon nous ne serions jamais retrouvés dans les situations dramatiques du passé. C'est ce vieux penchant qui nous amène souvent, et plus encore aujourd'hui que jamais, à oublier la nature humaine. La politique, elle a quelque chose à voir avec la nature humaine, c'est-à-dire que son premier rôle, c'est... comme c'est d'ailleurs le rôle de la culture, de la civilisation, de l'école, des institutions, c'est de tout faire pour maintenir à l'intérieur de nous, empêcher de laisser sortir cette violence qui est le fond de la nature humaine. C'est-à-dire, la nature humaine, elle est capable du meilleur, du plus beau, du plus grand, et du pire. Et le pire, c'est cette animalité, cette sauvagerie, cette violence qui, dès que les forces relâchent, dès que les digues qui la maintiennent à l'intérieur de l'homme s'effritent, sort et dévore tout sur son passage. Et la vérité est que nous ne voulons pas avoir en face, et aujourd'hui moins que jamais, c'est que nous sommes tous capables de cette violence. On vient de voir l'affaire du Hamas, on s'est à juste titre profondément ému de ces sauvages qui éventrent les femmes, coupent la tête des bébés, etc. Bien, nous avons été capables dans l'histoire
de faire cela. Pendant les guerres de Vendée, on mettait des cartouches dans le vagin des femmes et on les faisait exploser. Pendant les guerres de religion, pendant la guerre de 30 ans, qui fut une horrible boucherie et sauvagerie, on détruisait des villages entiers, on torturait les gens. Enfin, ça avait fait des millions de morts. Je ne parle pas du XXe siècle. En fait, vous dites que, mais c'est intéressant. En fait, ça, on sait, il y a eu l'animalité était beaucoup plus débordée, mais on pensait après les horreurs du XXe siècle, on pensait. Mais oui, mais on a toujours pensé ça, et on pense plus, et on le pense encore plus que d'habitude. C'est-à-dire, alors d'abord, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les Lumières du XVIIe, du XVIIIe siècle. Il y a une chose qui est à mon avis, qui est une erreur d'appréciation dans la philosophie des Lumières, c'est l'idée qu'une partie des Lumières se fait de la bonification de l'homme au cours du temps. L'homme nouveau. Oui, alors c'est un homme nouveau c'est pas l'homme nouveau des nazis ou des bolcheviks, mais c'est le fait que finalement, par l'instruction, l'homme devient au fur et à mesure du temps qui passe, meilleur. Et bien non, l'homme ne devient pas meilleur. Bien entendu, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès de ce point de vue-là. Voilà, il n'y a pas de progrès. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sans cesse faire des efforts d'éducation, de civilité, mais ce sont des efforts qui n'ont pour but au fond que de maintenir autant que possible, tant bien que mal, cette violence à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on pense que l'homme devient meilleur, eh bien on relâche ses efforts. Si vous voulez, je crois que nous vivons une époque où nous pensons depuis quelques décennies que nous avons vécu une révolution anthropologique telle que nous ne sommes plus pareils que ceux qui nous ont précédés. Nous sommes plus intelligents, nous sommes meilleurs, nous ne referons pas les mêmes fautes, nous ne commettrons pas les mêmes crimes, et d'ailleurs, on le voit au sort que l'on fait à l'histoire. Au fond, l'histoire, le passé, c'est le passé. Ça ne sert à rien, sinon à être éventuellement un ornement de l'esprit pour meubler la conversation. Voilà. C'est ça. Mais alors, on a usé et abusé de l'idée que l'histoire ne se répétait pas. Alors, d'une certaine façon, c'est vrai. L'histoire ne se répète pas à l'identique. Les circonstances changent, les mentalités changent. Mais nous répétons sans arrêt. C'est-à-dire que nous sommes les mêmes, et que ce que nous apprend l'histoire, ce sont pas des recettes pour l'avenir, mais ce que nous apprend l'histoire, c'est ce que nous sommes. Voilà, c'est que quand vous regardez l'histoire, le fond, vous apprenez ce qu'est l'homme. Ouais. Et ça sert au moins à ça. Et ça, c'est énorme. Voilà, c'est-à-dire, après, vous pouvez, et c'est vrai dans tous les domaines, c'est-à-dire nous sommes pétris de raison, d'intelligence et d'instinct. Et l'histoire nous montre que ces instincts finissent toujours par ressortir. Voilà. Donc s'il y a une leçon morale et intellectuelle à tirer de l'histoire, de la transmission de l'histoire, de son enseignement, de son apprentissage, qui est celui-ci, c'est nous n'avons pas changé, alors ne faisons pas comme si nous étions meilleurs et si nous n'avions plus rien à apprendre de ce qui s'est passé avant, et comme si ce qui s'était passé avant ne pouvait plus nous arriver. Allez demander aux Israéliens qui pensaient que ça ne leur arriverait plus jamais et qui brusquement se retrouvent confrontés, et pas seulement les Israéliens mais tous les Juifs du monde, dans la tête de chacun d'eux, à 2000 ans de persécution, de pogrom couronnés par la solution finale, même ceux qui sont nés bien après. L'histoire qui revient et qui frappe violemment à la porte. On en parle tout de suite après cette petite pause. On va continuer cet entretien avec Henri Guénaud et avec vous au 0826 300 300. On vous attend au standard. À tout de suite. Un livre à lire, un livre que je recommande, Henri Guénaud, à la 7e fois les murailles tombèrent, c'est aux éditions du Rocher. Henri Guénaud, effectivement, on dit voilà, l'instinct est là, et effectivement, d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, c'est toujours pareil, c'est la langue d'Ésope, mais il y a eu quand même, et il y a encore, une tentation qui avait déjà existé avec le nazisme, le bolchevisme et peut-être Pol Pot et autres. Vous savez, la tentation de l'homme nouveau, et surtout la tentation, vous en parlez longuement dans votre livre, de la table rase.
Et ça, c'est quoi? C'est un nihilisme qui, à un moment donné, dire, écoutez, moi, je sais ce qu'il faut faire, je suis le camp du bien et du progrès, et donc, je vous dis que si la biologie n'existe plus, le woke, je vous dis que si effectivement tous ces capitalistes ou tous ces juifs ou tous ces ceux-là doivent disparaître parce qu'ils nous ont ils nous ont pourri la vie, et on va faire table rase. C'est quoi cette tentation nihilistique fabuleuse qui traverse les époques, les siècles? Alors, bon, il y a plusieurs formes de table rase. Il y a des tables rases très violentes, très radicales, et puis des tables rases comme on en voit aujourd'hui, quand on laisse l'histoire de côté, quand faire table rase, par exemple, de l'identité d'une nation. Bon. Oui, parlons des tables rases d'aujourd'hui, justement. Ouais. Mais elles sont... Les tables rases radicales sont intéressantes parce qu'elles permettent d'analyser mieux le phénomène. Donc, c'est toujours une surestimation de ce que l'humain est capable d'accomplir. C'est-à-dire, Pompidou avait une remarque très, très, très juste. Il disait, un pays n'est pas une page blanche. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous construire, vous, et de construire la société, de construire l'institution. Voilà. Vous construisez l'homme sur l'homme. Bon. Et vous n'êtes pas le commencement de l'homme. Vous n'êtes pas le commencement de l'homme, même si vous le pensez. Vous-même ne commencez pas le jour de votre naissance. Vous n'êtes pas Adam, disons. Voilà, vous n'êtes pas le premier homme. Voilà, l'origine. Et donc, forcément, vous construisez l'homme sur l'homme, vous construisez la société sur la société, la ville sur la ville. Et en général, c'est pas une très bonne idée de raser la ville pour en faire une totalement nouvelle. Donc, ce qui laisse une place énorme à la volonté humaine, mais jusqu'à un certain point. Bon, alors, qu'est-ce qui fait, faisons un peu de psychologie, enfin, même parce que là, qu'est-ce qui fait de vague par vague, et encore aujourd'hui, encore une fois, à bas bruit ou à haut bruit, des gens qui disent, ah non, on va raser la ville. Parce que nous, on a une idée, pour que cette idée arrive, il faut enlever tout le reste. C'est quoi? Toujours, l'hubris. Ah oui, c'est une forme d'hubris, ça pourrait, là, on se retrouve, d'ailleurs, c'est un vrai sujet aussi que j'aborde, c'est cette disparition totale de la réflexion tragique, de ce que nous a appris la Grèce antique sur notre condition humaine. C'est l'oubli de la condition humaine, l'oubli de sa finitude. Alors, ça finit aujourd'hui, ça se transforme aujourd'hui en espèce de transhumanité, de surhumanité. On voit bien que la table rase aujourd'hui, elle peut se faire d'un tas de façons, dans l'effondrement de l'éducation, mais aussi dans une espèce de mythologie du numérique, de l'intelligence artificielle qui va résoudre tous nos problèmes. Et non, on va buter comme toujours sur la nature humaine, dans ce qu'elle a encore une fois de mieux ou de moins bien. On va buter sur tous les héritages, les empreintes profondes qu'ont laissé l'histoire, les civilisations. Bourdelle disait, il y a une chose qui dure le plus, le personnage de l'histoire qui est le plus durable, c'est la civilisation. Voilà. Donc ça. Et derrière la civilisation, il y a la nature humaine. Vous pouvez rien comprendre à ce qui se passe dans les plaines d'Ukraine aujourd'hui, ou ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Si vous ne tenez pas compte de tous les fantômes qui habitent ces terres, qui habitent parfois depuis des décennies, depuis des siècles, depuis des millénaires. Voilà. Il y a notre époque rajoute à ce penchant naturel de l'homme qui se prend pour Dieu, elle rajoute encore une fois cette idée que, ayant maîtrisé tellement plus que les générations passées, les sciences, les techniques, ayant accumulé tellement plus de savoir, encore une fois, elle ne reconnaîtra pas les mêmes crimes, elle ne fera pas les mêmes fautes, et donc elles fonce tête baissée dans toutes les fautes et tous les crimes du passé. Tout à fait. Voilà. Vous donnez beaucoup d'exemples là-dessus, d'ailleurs. Non, je voudrais juste qu'on reste un tout petit peu, on a beaucoup parlé de cela, mais le wokisme ou la théorie du genre, notamment, est très forte en ce qu'elle est. Pour moi, c'est une théorie fasciste, enfin totalitaire, au vrai sens du terme.
c'est totalitaire. En tout cas, ça le devient. Et vous savez, tout peut devenir totalitaire. Moi, je pense qu'il y a la première règle morale à se fixer, et intellectuelle aussi d'ailleurs, mais c'est celle de la limite. Alors vous savez, Camus disait, nous avons besoin d'une philosophie des limites. Tout peut être bon jusqu'à un certain point. Un homme, ça s'empêche. Exactement, un homme, ça s'empêche. Et vous pouvez vous pouvez penser détenir la vérité religieuse. Oui, mais il faut absolument se dire jusqu'à un certain point. Je peux pousser ma logique jusqu'à un certain point. Je cite souvent d'ailleurs le début du Caligula de Camus. Vous savez, il vient de perdre sa sœur, donc il est désespéré. On ne sait pas très bien quel rapport exact il avait avec sa sœur. Enfin, il est désespéré. Arrive un conseiller qui lui dit César, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Et César, il dit en substance, il dit non, mais moi je viens de perdre ma sœur, tout le reste ça compte pas. Et là, le conseiller ainsi, c'est très très important. César, c'est la chose la plus importante au monde. Bon, alors il finit par écouter son conseiller, puis lui répondre. Il lui dit bon, très bien. Alors, tu veux me parler de quoi? Tu veux me parler du trésor? Oui, César, parce qu'on a besoin d'argent. Bon. Et il dit j'ai une idée. On va obliger tous les citoyens de l'Empire à souscrire un testament en faveur de l'État. Bon, et puis, comme il faut de l'argent régulièrement, chaque année, on en exécutera un certain nombre. Voilà, comme ça, on aura des ressources pérennes. Alors, le conseiller est un peu effaré. Et Caligula dit, mais tu m'as bien dit que c'était la chose la plus importante au monde. Donc, c'est plus important que la vie humaine. Voilà. Donc maintenant, je résume avec mes mots, mais non, vous allez voir, nous allons vivre selon la logique. Vous allez voir, vous allez souffrir. Parce que même la logique, bien sûr. Voilà, dire toujours il faut pousser la logique jusqu'au bout, eh bien non. Oui. Même la logique peut devenir criminelle et folle. Donc toujours jusqu'à un certain point. Voilà. Et ça, nous l'avons oublié. Alors, et pas que les politiques, hein, c'est tout le monde. Vous savez, j'emploie souvent le on ou le nous parce qu'au fond, quand nous n'avons pas décidé, nous avons laissé faire. Et que, au bout du compte, nous avons aussi la politique et les politiciens que nous méritons. Ça, c'est clair, et il faut le rappeler. On se retrouve après une toute petite pause avec Henri Guénaud. Avec Henri Guénaud et avec vous surtout au 0826 300 300. À tout de suite. Oui, toujours avec Henri Guénaud, la 7e fois les murailles tombèrent. Ce livre, effectivement, est-ce que nous sommes au 6e coup de trompette? Est-ce que nous sommes au 5e coup de trompette? Ou déjà, on a entendu le chant de la 7e. On l'a entendu pour Beethoven, mais c'était la 9e, et c'était l'Europe. Mais justement, Henri Guénaud, que ce soit l'Europe, l'école, les institutions, et vous faites l'inventaire dans votre livre de tout cela. Parlons peut-être pas de l'homme nouveau, mais de l'homme rabougri, givaroisé. Et encore une fois, c'est vrai qu'on a les politiques qu'on mérite, mais qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là? C'est-à-dire que on a l'impression tout se passe comme si, oui, mais écoutez, on ne peut rien faire, on est impuissant. Est-ce que c'est la haine de soi? Est-ce que c'est quoi? C'est un masochisme? C'est quoi? Alors, la haine de soi, elle travaille dans nos sociétés occidentales d'une façon dramatique. Vous vous rendez compte qu'on veut donner des leçons au monde entier et en leur proposant comme modèle un modèle que nous détestons et que nous détruisons tous les jours. Enfin, parce que quand même le wokisme, la cancel culture, ça ne sont pas développés tout seuls. Hein. On les a laissés gagner du terrain. Alors on commence à peine à se dire que peut-être l'écriture inclusive est délétère. Ça fait longtemps qu'on aurait pu s'en préoccuper. Ne parlons pas du reste. Ne parlons pas de la théorie du genre, du refus de distinguer le féminin et le masculin. Tellement nous sommes géniaux et meilleurs que toute l'humanité, plus forts encore que la nature. Bon, ouais. Voilà. Je crois qu'il y a un climat général, puis il y a le fait que aujourd'hui la politique, si on se concentre sur la politique, mais encore une fois, il y a l'indifférence des citoyens aussi pendant des années. Mais est-ce qu'elle n'a pas été aussi provoquée? Je veux pas protéger les citoyens, ou les excuser, mais elle n'a pas été provoquée par le fait
de regarder l'impuissance du politique. Alors, mais l'impuissance du politique, elle s'est organisée, l'impuissance du politique. Elle a été organisée par le politique lui-même et avec la santé. Pourquoi organiser sa propre impuissance quand même. Mais d'abord, c'était l'air du temps. Alors ça, quand il y a, vous savez, pour résister à l'air du temps, il faut de grands caractères, de grandes intelligences. Le politicien ordinaire, il cède à l'air du temps. Il faut reconnaître que la pression de l'air du temps, elle est très forte. Hein. Voilà. Et finalement, tout le monde s'est accommodé de cette superficialité. Je vous donne un exemple, que tout le monde devrait y réfléchir, mais quand les électriciens gaziers se mettaient en grève et manifestaient contre les directives européennes, alors tous les gens disaient oui, mais enfin c'est des privilégiés, faudrait presque leur retirer le droit de grève, quoi. C'était bon. Et oui, mais maintenant on paye la facture, c'est-à-dire que comme on a laissé faire. Et là, ils se battaient pas spécialement pour eux, ils se battaient pour leur outil de travail. Et maintenant, on a le marché unique de l'électricité, dont paraît-il, on peut pas sortir, ce qui est une ânerie. Portugal et l'Espagne l'ont fait, oui. Voilà, les commerçants, les artisans, ils ont vu des augmentations de 200-300% de leur facture d'électricité. Tout ça a des causes. C'est Marcel Boiteux, qui a été président d'EDF, le président emblématique d'EDF pendant des années et qui a fait le plan nucléaire, raconte comment à l'époque, il n'arrivait pas c'était la violence qui entourait l'implantation des centrales nucléaires. C'était tellement violent qu'on lui a plastiqué son appartement. Vous voyez, donc il y a aussi des forces. Et quand on pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui voulaient démanteler le nucléaire. Voilà, aujourd'hui, nous sommes sous la dictature, comme il n'y a plus de politique, parce que la fin, le politique, au fond, il y a les politiques qui ont laissé faire ça, ou qui l'ont même organisé, ils se sont même déresponsabilisés. C'est-à-dire que, au fond, c'est plus simple de dire j'y peux rien. Voilà, mais comme il y a la dépolitisation de l'économie et de la société était dans l'air du temps, l'idéologie dominante. Elle a laissé la place à quoi? Elle a laissé la place aux tribus, aux minorités agissantes, aux intérêts particuliers. Tout ça, enfin, les nations deviennent, les sociétés deviennent des juxtapositions de communautés, de tribus, regardez où on en est. Et donc voilà, et la violence ressort quand l'État s'abaisse, quand la politique s'affaiblit, la vraie politique, celle qui est là pour organiser la vie de la cité. Eh bien, toutes ces violences primitives ressortent. Et nous nous trouvons devant aujourd'hui un abîme de violence. Et cet abîme de violence, il n'a pas qu'une seule cause, il n'a pas qu'une seule figure. Il peut avoir la figure des bonnets rouges, des gilets jaunes, des figures ethniques, religieuses, politiques. Bon. Mais voilà, c'est toutes ces violences s'agrègent. Et ça, moi, j'ai toujours été très frappé par les travaux de René Girard sur la violence. Et la violence, voilà. Et il dit quelque chose dont il nous faut nous pénétrer, c'est que les sociétés trop divisées finissent toujours par essayer de rétablir leur unité par la violence. Voilà, nous sommes au bord. Est-ce que nous en prenons conscience? Et il dit aussi quelque chose de très intéressant, il dit se rassurer, c'est souvent contribuer au pire. Voilà. Donc il ne faut pas se rassurer, il faut ouvrir les yeux, constater la violence qui monte partout, qu'on a nié pendant des années parce que tout le monde voulait être tranquille. Il n'y avait pas de violence à l'école, pas de violence à l'hôpital, il n'y avait de violence nulle part, les juges n'en voyaient pas, les sociologues n'en voyaient pas. Mais elle était là jusqu'au jour où on n'a vu pas de vague, et puis on a compris que si on ne la voyait pas, c'est parce qu'on ne voulait pas la voir. Voilà. Mais elle est là. Et le jour où on les a submergés, comme au Bataclan, comme ailleurs. Elle grandit dans le monde. Jamais les désordres du monde n'ont été aussi grands aujourd'hui que depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas le camp du bien, le camp du mal, il y a du mal et du bien en tout homme, et donc tout homme doit se poser cette question. Voilà. Et pendant des années, nous avons pensé que tout ça ne nous arriverait plus. Regardez, les grandes crises financières, ça pouvait plus nous arriver, ça nous est arrivé, et le monde a failli s'effondrer. Voilà, on a oublié parce qu'on est passé juste à côté. Bon, les pandémies, ça pouvait plus nous arriver à nous, les pays développés, civilisés, etc. Et bien voilà, c'est arrivé, on n'était pas prêts, on avait même détruit tous les instruments qui auraient pu au moins nous aider à gérer cette crise. On les avait délocalisés, cher Henri.
On avait délocalisé les médicaments, mais on avait fait un outil qui s'appelait les Prus, qui était établissement public qui était chargé de gérer les urgences sanitaires, chargé de la logistique et l'organisation. On l'a d'abord, on lui a supprimé petit à petit ses crédits, on l'a noyé dans Santé publique France, alors que c'était une culture très différente du reste. Il a disparu. Et ben on a pendant toute la crise, pendant toute la pandémie, pendant toute la crise sanitaire, on n'a pas eu un instrument pour gérer la logistique. Voilà. Alors on avait des lits vides dans les cliniques privées à côté des hôpitaux et on envoyait les gens à l'autre bout de la France. Enfin, mais parce que ça ne pouvait pas arriver. Mais c'est pareil, la guerre de haute intensité, comme on dit aujourd'hui, ça ne pouvait plus arriver. Guerre des tranchées qui aurait pensé que ça pouvait, c'est à la porte de l'Europe. On se rend compte qu'on n'a pas de chars, qu'on n'a pas beaucoup de chars, pas beaucoup d'avions, pas d'artillerie, brusquement. Mais moi, je l'ai vécu pendant des décennies. Ça ne servait plus à rien puisque ça ne nous arriverait plus. Ça ne pouvait plus nous arriver. Ça ne pouvait plus nous arriver. Voilà, mais ça c'est même en dehors, même voilà, de c'est terrible. Est-ce que ça pouvait nous arriver est-ce qu'on pensait que ça pouvait nous arriver de voir des étoiles de David peintes sur les murs de Paris? Est-ce que ça pouvait nous penser qu'on allait avoir des jeunes imbéciles dans le métro qui allaient crier qu'ils étaient fiers d'être nazis, antisémites, etc. Alors vous savez ce qu'ils ont dit d'ailleurs, juste un mot, parce qu'on l'a diffusé avant, mais c'était intéressant, ils avaient coché toutes les cases. Un témoin qui était là, il disait voilà, ils ont nique la police, nique la France, nique les juifs, et puis vive la CAF, vive le RSA. Oui, mais intéressant. C'est très bien, mais il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que d'abord le RSA, ça permet à des mères toutes seules d'élever leurs enfants, parce que si elles n'y arrivent pas, on les aura sur les bras et pendant des décennies. Donc, mais ça, c'est à la limite, je veux dire, c'est par rapport à certains dérapages, c'est secondaire. Mais ça aussi. Mais on a l'impression que les gens l'acceptent. Enfin, l'acceptent. C'est ce qu'elle disait, non juste. Mais oui, juste. Elle disait oui, mais les gens avaient l'air de dire. Peut-être pas d'approuver, mais de sourire, quoi. Vous n'imaginez pas à quel point les sociétés ont une capacité à banaliser ce qu'ils auraient la veille jugé impensable. On a enfermé tout le monde, par exemple, pendant la pandémie, à tort ou à raison, mais tout le monde s'est couché. Et puis les vieilles horreurs sont sorties. On dénonçait son voisin. Le nombre de dénonciations invraisemblables. On allait écrire on allait applaudir les soignants, et puis on allait écrire sur la porte de l'infirmière au rez-de-chaussée, va-t'en, tu es une criminelle parce que etc. Enfin, voilà, ça ressort vite, hein, les instincts. Mais ça ressort très vite. C'est pour ça qu'il faut jamais jouer avec le feu. C'est pour ça qu'il faut pas prendre ce risque. Et nous pensons encore qu'il y a des choses qui ne vont pas nous arriver et qui peuvent nous arriver. Oui, les guerres civiles, ça peut encore nous arriver. Oui, les guerres de religion, ça peut encore nous arriver. Oui, les guerres tout court, ça peut encore nous arriver. Voilà, et il faut arrêter de penser que nous sommes invulnérables, que nous sommes devenus... Nous sommes prémunis contre tout ça. Et ça commence par là, la réforme intellectuelle et morale de la politique, mais aussi de la société. Si nous abandonnons ça, nous sommes perdus. Voilà, le malheur va revenir. C'est pas dire que l'humanité va disparaître, hein, mais le malheur va revenir. Arrêtons de jouer avec le feu en pensant que plus rien de grave ne peut nous arriver. On va voir ce que nos auditeurs en disent, Esteban. Oui, on vous donne la parole juste après cette courte pause au 0826 300 300. À tout de suite. 13h46 sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Henri Guénaud qui vient nous voir aujourd'hui pour son livre À la 7e fois, les murailles tombèrent. C'est aux éditions du Rocher. Et puis nous sommes avec Sandrine qui nous appelle depuis le Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour André Berkoff et bonjour Monsieur Guénaud. Bonjour. Oui, je vous appelle parce que voilà, par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ces jeunes dans les métros, tout ça, et que les gens ils se disent oh bon c'est des jeunes, mais moi je suis très choquée dans le sens que quand ils disent on nique la France et après on aime vive la casse et tout ça, mais l'histoire de France, est-ce qu'ils la connaissent bien? Qui a créé justement cette sécurité sociale? Qui a créé tout ça? C'est l'Europe ou c'est la France? Donc ils oublient la France, mais à un moment donné, comme si la France elle a été un peu trop diluée. Et ça, je reproche beaucoup à des hommes politiques, à l'Europe, mais on a oublié ce que la France a fait. Voilà. Et je me dis mais ces jeunes ils connaissent pas du tout et que là il faudrait la remettre au programme. Voilà. Tout ce qu'a fait la France. Voilà. Henri Guénaud. Oui, mais voilà, moi je partage tout à fait votre sentiment. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre et pour lesquelles je continue
à participer au débat public, même si parfois ça me coûte beaucoup. Regardez l'état de l'école. Enfin, tout le monde tout le monde. Je vais dire les élites, mais j'aime pas ce mot parce que d'abord être une élite, ça se mérite. Ça se mérite. Voilà, et ça se remplace aussi. L'utilitarisme qui a guidé les réformes de l'enseignement, la manière de former les gens. Plus le refus de l'assimilation, de mettre en place des politiques d'assimilation, ont tout détruit. Là, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit mais l'histoire ça sert à rien. L'histoire ça sert à rien. Mais si ça sert. Ça sert exactement comme vous venez de le préciser. Non, c'est pas l'Europe qui a fait la sécurité sociale. Non, c'est pas l'Europe qui a fait l'assurance maladie. Non, c'est pas l'Europe qui a fait l'école de la République. Non, c'est pas, etc. C'est pas l'Europe qui a fait la nation française, qui a fait la République. Mais c'est pas les marchés, ce sont pas les marchés non plus. Voilà, ce sont pas les postmodernes, les wokistes, les décolonialistes, les cinglés qui vont démolir les statuts. Mais voilà, à partir du moment où la société dans son ensemble a collectivement renoncé à éduquer les enfants, n'a plus attaché de valeur à l'histoire, à la transmission. Enfin, le problème de la transmission, il est considérable. Une nation, ça existe, et une société, ça existe dans la continuité. C'est une ignorance crasse qui les habite, c'est ça. Alors, ça suffit pas toujours, encore une fois, à maintenir la bête sauvage à l'intérieur de chacun. Mais quand même, ça prend conscience. Voilà, mais voyez, la scène que vous décrivez, elle est terrible, puisque les gens, finalement, à part, je crois qu'une dame a fait une remarque, et puis un monsieur aussi, mais finalement consentent à entendre des énormités pareilles et à banaliser finalement ce qui ne devrait jamais l'être. Mais encore faut-il attacher de l'importance aux choses. Voilà, et pour ça, il faut avoir appris à attacher de l'importance aux choses. Apprendre. On remercie Sandrine de son appel et on accueille Eric qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour André Berkoff, encore bravo pour votre émission. Je voudrais m'adresser très rapidement donc à Henri Guénaud que vous recevez aujourd'hui. C'est une personnalité politique pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'admiration au regard de son parcours personnel et au regard aussi de ses prises de position. Je dirais avant 2005, 2006, 2007, notamment quand il s'est engagé avec Philippe Séguin sur la question européenne. Mais après, quand il fut aux affaires, ou presque aux affaires, je trouve que ce qu'il dit aujourd'hui est tout à fait vrai, ses propos sont véridiques, mais on ne l'a pas beaucoup entendu alarmer ou dire attention, on va dans le mur, et de critiquer donc c'était peut-être son mentor ou l'homme qu'il soutenait en tant que conseiller, qui était Nicolas Sarkozy, et on l'entend pas dire oui, j'aurais dû, ou oui, on a laissé faire, on a été trop, notamment sur l'immigration, notamment sur l'Europe, même, il a été, à ce moment-là, on l'a pas assez entendu, vous dites, Eric. Voilà. Alors qu'on l'avait bien entendu quelques années plus tôt avec Philippe Séguin, etc. Donc, c'est peut-être là. Et je pense qu'aujourd'hui... Mais vous voulez qu'il fasse un acte de contrition, peut-être ? Je peux répondre ? Un acte de contrition, c'est pas ça. Mais un acte de rupture en disant, oui, là, j'ai fait une erreur, ou on a fait vraiment une erreur, et maintenant, il faut repartir. Et je pense qu'il a peut-être encore une carte à jouer, une personnalité à jouer dans le débat européen qui va s'ouvrir. Henri Guénaud va vous répondre, Eric. Alors, d'abord, quand on accepte d'être conseiller du président de la République, on accepte de dire à l'intérieur ce qu'on a à dire, plus qu'à l'extérieur, sinon on s'en va. Voilà. Je n'ai pas pour habitude de venir à la télévision ou à la radio pour raconter tout ce qui s'est dit à l'intérieur. Voilà. Moi, j'ai joué mon rôle de la façon qui me semblait la plus conforme à mes convictions. C'est plus qu'un devoir, c'est un devoir qu'on se donne à soi-même. C'est-à-dire que à un moment donné, on essaye de peser autrement que en se produisant sur les plateaux de télévision. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est que beaucoup de fautes, mais j'en ai déjà parlé
tant de fois, alors peut-être pas censé entendre tout ce que j'ai pu dire ou lire tout ce que j'ai écrit depuis, mais j'ai dit les erreurs que nous avions pu parfois commettre. Je dis nous parce que il y a une forme de solidarité qui s'appelle, comme dirait Michel Onfray, ça s'appelle la loyauté. Voilà, la loyauté pour moi ça reste une vertu. Si vous voulez. Je crois en plus quand même qu'il ne faut pas non plus être injuste avec Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas été le pire président de la Ve République, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quelqu'un qui a affronté des crises terribles d'une façon que je trouve remarquable, que ça soit la crise géorgienne, que ça soit la crise financière. Voilà, c'est ça aussi gouverner. Après, moi, j'ai voté non à tous les traités européens. Vous avez toujours voté non. Toujours voté non, fait campagne. Voilà. Bon, je pourrais revenir, mais à ce moment-là, il faut qu'André Berkoff nous consacre une émission à la question européenne et à ce qui s'est passé, notamment après la Constitution européenne. Voilà, je vais pas ouvrir ce débat maintenant. Et mon souci, c'est que plutôt que de pleurer sur le lait renversé du traité de Lisbonne, et qui est moins important que le lait renversé au moment de Maastricht, puisque la vraie rupture, elle se produit là. Henri Guénaud, sauf que, et là, encore une fois, c'est pas une mise en cause vous-même, ni d'ailleurs, c'est que, est-ce que ça n'a pas amené, parce que je reviens à votre livre, est-ce que le fait que les Français ont voté non au dernier référendum de l'histoire de France jusqu'ici, enfin, au plus récent, c'est-à-dire 55% contre la Constitution européenne. Oui, dont moi. Dont vous, absolument. Et qui a été enterré par le traité de Lisbonne. Est-ce que ça n'a pas donné aux Français, et ça rejoint l'idée que... Alors, moi, je pense que je pense que ça a été ressenti par beaucoup de gens comme un naufrage démocratique. Bon. Alors, après, on peut discuter. Il l'avait dit dans sa campagne. Ça ne voulait pas dire, ça ne voulait pas dire qu'il y avait une approbation, mais il avait trompé personne. Il a négocié un traité simplifié à Bruxelles. Après, moi j'ai appris ça aussi dans l'exercice du pouvoir. Après, vous confiez la rédaction du traité simplifié à 27 ou 28 bureaucratie, diplomatie, plus la technocratie européenne, et puis ils reviennent après avoir discuté chaque virgule pendant après 3 mois, et puis vous pouvez plus rien changer parce que même si ça ne correspond plus au projet initial, donc ça m'a appris aussi que la bonne solution n'était pas dans la renégociation complète d'un traité, mais dans autre chose dont j'ai beaucoup parlé, mais qui mériterait qu'on en reparle un jour. Si on veut changer tout ça, et c'est ça la vraie question aujourd'hui, d'une part, il faut plus pouvoir prendre ce genre de pouvoir approuver ce genre de traité sans référendum. Il faut le mettre dans la Constitution. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas la Constitution. La Constitution permet de le faire par le Congrès. Et deuxièmement, il faut changer la Constitution pour rétablir une hiérarchie des normes qui donne la primauté à la loi nationale quand elle est postérieure au traité, au moins. Comme c'était le cas dans l'interprétation que donnaient les juridictions françaises, les hautes juridictions françaises de l'article 55 de la Constitution pour la Cour de cassation jusqu'en 75 et pour le Conseil d'État jusqu'en 89, c'est-à-dire que c'est la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emporte. Voilà, à chacun après, à chaque gouvernement et à chaque majorité de l'utiliser avec discernement. C'est la seule façon de rétablir la responsabilité politique. On ne pourra plus dire alors je n'y peux rien. C'est pas moi. Et c'est le je n'y peux rien qui est terrifiant, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, fait de référendum aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le Parlement qui fait la loi. Ce sont les juridictions, en s'appuyant sur leur propre interprétation, et notamment celle de la Cour de justice de l'Union européenne, des traités, puisque les traités sont aujourd'hui considérés comme supérieurs à la loi, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la loi française. Donc, voilà, on a dépénalisé le fait d'être en situation irrégulière en France. Alors on peut dire c'est Hollande qui l'a fait. Oui, mais sauf que avant qu'il le fasse, dans la loi, les juridictions françaises et européennes avaient aboli la loi en réalité. On va faire une émission sur l'Europe effectivement là-dessus et voilà, et là je voulais vous remercier d'ailleurs et encore une fois recommander votre livre parce que là aujourd'hui on a plus que jamais besoin d'un exercice de lucidité qui vous concerne, à vous. Et on le rappelle, ce livre, à la 7e fois, Les Murailles tombèrent, c'est disponible aux éditions du Rocher. Merci à tous.